ont été hospitalisés en psychiatrie en 2023. Et puis on termine avec un mot de basket. C'est la 14e journée d'Euroleague aujourd'hui. Un choc déjà à 19h30 entre Monaco et Paris. Lyon de son côté joue chez l'Hapoel Tel Aviv. C'est une rencontre à suivre à partir de 20h05. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons nous mettre d'accord aujourd'hui, jeudi 4 décembre. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ces 2 heures d'infos sur Sud Radio. Bonjour Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. Et vous êtes également journaliste à la revue L'Hémicycle. Bonjour. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Mathieu Baccialone, communicant, président de M2B Conseil. Bonjour. Et Baptiste Ménard. Bonjour, ravi de vous retrouver. Tout le monde aussi, mais c'est vrai que Baptiste, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Maire adjoint de Mont-Saint-Barreul. Ça se prépare les municipales? On est à fond là. Vous êtes à fond? Bon, écoutez, on va revenir sur la condamnation de Christophe Glaise hier en appel, condamné à 7 ans de prison en Algérie. Il y a eu beaucoup de relais pour Boualem Samsal. Il va falloir se mobiliser aussi pour Christophe Glaise. On va en parler dans un instant. Un bac+5, est-ce bien utile? On a profité de la présence de Gilbert Azoulay pour traiter de ce sujet parce que les choses sont en train de changer. Et c'est vrai. Alors il y a le livre de Laurent Alexandre qui a beaucoup de succès. Et d'Olivier Babot. Que je conteste un peu pour partie. Parce que Ne faites plus d'études, mais là, un bac+5, est-ce bien utile? Cette une aujourd'hui du Parisien qui laisse encore ses enfants sortir seuls dans la rue. Est-ce que vous avez peur pour vos enfants? On voit que l'âge auquel les parents laissent leurs enfants aller seuls à l'école a changé. Il est plus tardif parce que les gens ont peur de laisser leurs enfants dans la rue. Et puis si on a le temps, on parlera de la proposition de Louis Sarkozy. J'ai cru que c'était le Gorafi hier quand c'est apparu comme ça. Supprimer les lignes blanches, supprimer les feux rouges, supprimer un certain nombre de panneaux de signalisation. On va en reparler avec vous. Et évidemment, je voulais qu'on commence par la condamnation en appel de Christophe Glaise. Moi, je suis un petit peu étonné du peu de soutien, peut-être même à commencer par nous. On a beaucoup parlé de Boualem Samsal, beaucoup moins parlé de Christophe Glaise. Néanmoins, son incarcération, sa condamnation est absolument scandaleuse et il est emprisonné pour apologie du terrorisme, pour être allé interroger les membres d'un club de foot kabyle. Je trouve que le monde du sport est très silencieux. Je trouve que rien dit. Beaucoup de gens du foot des clubs de Ligue 1, Ligue 2 ont parlé et il y a eu un silence assez assourdissant, un silence qui hurle dans la nuit, comme dirait Pachoum. Et c'est vrai qu'on attendait une réaction collective de tous pour se mobiliser, comme on sait se mobiliser d'ailleurs pour plein de sujets et c'est très bien. Et là, ça mériterait. Moi, je pense que Boualem Samsal appartenait à une sorte d'espace intellectuel et c'est vrai qu'il ses soutiens étaient très clairement des anciens ministres, des personnalités. Oui. Vous les receviez ici. Oui, on a eu Arnaud Benedetti. Christophe, c'est un journaliste d'un magazine SoFoot, j'allais dire un magazine impertinent, un magazine qui va dans les recoins de la société. C'est vrai que je trouve ça très dommage que tout le monde ne se lève pas comme un seul homme pour le défendre. Même l'équipe ce matin qui n'en fait pas sa une, qui ne le met pas en une, c'est un journaliste sportif, ça parle de sport, ça parle d'une équipe de foot. Je crois que vous vouliez, Mathieu Baccialone, en faire au départ votre coup de gueule. Je vous ai dit qu'on en parlait. Ce que dit Gilbert est assez juste. Boualem Samsal était très entouré, et tant mieux. Et Christophe Glaise n'a pas peut-être ce soutien de la part d'un public très institutionnel parce que il n'a pas la même assise, il n'a pas la même notoriété que Boualem Samsal. Et rappeler encore une fois le caractère. Voilà, c'est un procès stalinien avec un côté. Parce qu'en plus, il a fait un mea culpa parce qu'il est allé avec un visa touristique et non pas un visa. Il faut quand même le rappeler ce qui lui est reproché et la réalité des faits. Il est donc journaliste à SoFoot qui est un excellent magazine qui, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, a réussi à sortir le football uniquement de ce qui était souvent le cas en France. On commande des résultats et on commande des faits de jeu, alors qu'on sait que, et Gilbert, je pense, elle sera d'accord avec moi, le football, ce n'est pas que ça. Il y a un côté, bien évidemment, sociologique, culturel. Politique, et Christophe Glaise
fait partie de cette tradition, ce grand journalisme qui est à SoFoot, d'aller interroger des personnes. Et donc il était en Algérie pour faire un reportage sur un club kabyle, je crois que c'était sur la JSK, la Jeunesse Sportive Kabylie, qui est un club mythique du championnat algérien, qui d'ailleurs est victime depuis des années d'arrangements de la part du pouvoir algérien afin de l'empêcher de gagner des titres, puisqu'il vaut mieux que ce soit des équipes proches du régime, donc des équipes d'Alger qui gagnent. Et donc la JSK est généralement toujours... Mais la JSK est un club extrêmement populaire en Algérie et notamment auprès de la diaspora berbère et kabyle en Europe. Et donc Christophe Glaise était allé faire un reportage pour interroger des dirigeants du club et il a été arrêté parce qu'on lui reproche d'avoir été en contact avec un dirigeant qui aurait été, il y a quand même beaucoup de conditionnels, qui aurait été un membre d'un parti autonomiste kabyle. Voilà, donc on voit le côté, comme pour Boualem Sansal, hein, c'est à peu près exactement les mêmes ressorts. Totalement arbitraire. Complètement arbitraire. On avait vu avec Boualem Sansal le fait que la justice algérienne ne respectait pas les droits de la défense et ne respectait pas le fait que l'avocat puisse que la défense et que puisse être dissocié d'une opinion. Oui. Là, on voit qu'ils ont aussi un problème avec le journalisme où ils n'arrivent pas à dissocier le fait qu'un journaliste peut aller interroger des personnes et qu'il n'est pas de proximité. Très clairement, ça n'a rien à voir. Clairement, ça sent l'enfumage et c'est un procès politique. Ouais. Et la France doit encore une fois montrer, à mon avis, être ferme. Montrer quoi On a montré quoi mais c'est-à-dire, on a montré quoi avec Boualem Sansal, franchement. Boualem Sansal, j'en sais, on a déjà eu cette discussion ici. Le résultat est que il a tout de même été libéré et après on en avait parlé ici. On va pas refaire le débat, mais c'est la diplomatie qui est rentrée. Seul le résultat compte, on va dire. Et donc pour Christophe Glaise, je pense surtout j'espère que les réseaux diplomatiques s'activent pour le libérer au plus vite. Alors, objectivement, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi il n'y a pas vraiment de mobilisation, pourquoi il n'y en a pas eu pour l'instant. Déjà, parce que pour Boualem Sansal, comme vous l'avez dit, c'est un écrivain, il y avait ce côté écrivain, pas journaliste. Et écrivain, ça n'a pas forcément la même aura, la même image aujourd'hui en France qu'un journaliste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les deux affaires étaient concomitantes et on a commencé à parler de Boualem Sansal, donc on va pas parler, c'est logique, c'est comme ça, en communication, ça a moins marqué les esprits, l'affaire de Christophe Glaise a moins marqué les esprits. Le troisième point, c'est que Boualem Sansal, dès le début, il a été vu comme un prisonnier politique. Oui. Et là, l'Algérie, j'ai envie de dire, a été plus maligne d'une certaine manière avec Christophe Glaise, c'est qu'on a l'impression que c'était un procès normal au début, si vous le regardez de l'extérieur. Sauf qu'on voit bien avec le résultat aujourd'hui que ça ne l'est pas du tout. Donc malheureusement, on a un Français qui aujourd'hui est en prison pour 7 ans, si on n'arrive pas à le sortir de là avant. Visiblement, il est accusé pour des motifs ridicules qui ont été exposés juste avant. Vous parliez à l'instant, Valérie, de la diplomatie, en vous demandant ce que la France allait faire. Et effectivement, on a l'impression qu'on a été assez mauvais sur l'affaire Boualem Sansal. On peut dire le résultat, c'est qu'il est là, mais pendant un moment quand même, je regardais tout à l'heure un article du service public qui disait que on avait l'impression que la situation était pacifiée entre la France et l'Algérie. Moi, j'ai l'impression que c'est la France qui pense que la relation est pacifiée et que pour l'instant, on se prend des crachats, des insultes et qu'on se moque pas mal de nous. On a eu ce débat sur les visas étudiants en France, mais c'était qu'une partie du problème des dignitaires algériens qui vont se faire soigner en France. Bref, on a l'impression que la France, elle ne sait pas taper du poing sur la table. Et là, concrètement, il va falloir... je ne vois pas comment le gouvernement ne pourrait pas monter au créneau, puisqu'on a quelque chose de très clair. On a un jeune homme qui a 36 ans, qui risque de rester 7 ans en prison. C'est ça. Normalement, si on suit la logique de la condamnation, c'est qu'il va rester 7 ans en prison pour des motifs, encore une fois, un peu étranges. Et là, ce n'est pas qu'une question de justice, c'est une question de diplomatie. Est-ce que la France va agir pour faire en sorte que cet homme puisse être sorti des geôles et qu'on sache vraiment ce qui s'est passé? Oui, alors le président... ça n'est pas passé, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je veux dire, le président de la République s'est exprimé et il exprime sa profonde inquiétude et il promet d'agir pour la libération. Parce que ça sert à quelque chose de dire ça. Il est un peu obligé de le faire, mais... moi, je rejoins en tout cas l'expression qui a été celle de Reporters sans frontières, qui a qualifié cette décision de complètement aberrante. Moi, je trouve que c'est très bien qu'on en parle ce matin, parce que c'est pas seulement, je suis d'accord, la diplomatie doit faire son travail, dont acte, mais à un moment donné, il faut aussi rendre visible ce qui est inacceptable. Bien sûr, et le problème, en parle, voilà, et c'est pour ça que c'est très bien de le faire, parce que s'agissant de Christophe Glaise, il a été complètement invisibilisé. Alors,
je fais pas de hiérarchie entre non, les. mais c'est la première chose que j'ai dit. Mais voilà, c'est pour ça. On a ici beaucoup parlé de Boualem Sansal, on citait Christophe Glaise, mais on n'avait pas pris vraiment la mesure de tout cela. Et Christophe Glaise, je le répète, a demandé pardon. Il a dit je réclame votre clémence. Il a dit qu'il avait fait des erreurs malgré ses bonnes intentions. Il avait vraiment fait profil bas. Et hier, j'entendais l'ex-ambassadeur de France qui disait mais alors il a dit ce n'est pas l'otage, mais il est au cœur d'une guerre aussi entre la France et l'Algérie, entre l'indépendance de la Kabylie, parce qu'il y a un enjeu cette semaine également, donc il y a une volonté de marquer pour l'Algérie son imprimature sur ces sujets-là, et il est au milieu de tout ça. Donc que faire? Effectivement, la diplomatie, il n'y a pas énormément de choses à faire. Il semble être une victime collatérale d'enjeux géopolitiques et politiques internes de l'Algérie vis-à-vis de la Kabylie. 0826 300 300. J'imagine que vous avez, vous aussi, été choqué par cette condamnation. On a Xavier en ligne avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Valérie, bonjour Sud Radio. Bonjour. Comment donc condamné en appel de nouveau à 7 ans de prison? Comment est-ce que vous comprenez les choses? Bah écoutez, j'ai pris connaissance de ça là, hier soir. J'avais entendu parler de cette affaire. En même temps que je vous parle, je lis un article assez fouillé dans Le Monde. Et ça semble quand même assez incroyable que l'Algérie continue à nous emprisonner de manière arbitraire des concitoyens français. C'est quand même très désagréable, et ça finit par bien faire cette histoire. Moi, j'aimerais bien que les autorités françaises soient moins silencieuses, même si on a vu qu'avec Boualem Sansal, c'était pas forcément le fait de taper du poing sur la table et de s'agiter qui permettait d'être efficace en diplomatie. Mais j'espère que la diplomatie française va réussir à le faire sortir plus rapidement que prévu, qu'il puisse être gracié, parce que vous voyez, ce qui s'est passé pour Boualem Sansal, on peut très bien l'imaginer pour Christophe Glaise. Mais c'est gênant en fait, globalement, si on prend du recul, c'est gênant tous ces régimes politiques un peu dictatoriaux là, où on se sert de la vie des hommes pour faire des pressions diplomatiques, parce qu'en fait c'est ça l'histoire, je crois. On met en balance la vie d'un homme, la vie d'un journaliste qu'on va emprisonner contre en gros des intérêts obscurs. Nous, en tant que citoyens ou même journalistes français, on n'a pas toutes les infos. Non. Il doit y avoir des enjeux, des intérêts derrière, peut-être géopolitiques évidemment, mais de quelle nature? Des enjeux pétroliers, des enjeux politiques en coulisses, de réélection, de services secrets, de qu'est-ce que c'est derrière l'histoire? C'est curieux tout ça. Oui, non, mais ça interroge, et au fond de nous, on se sent quand même, on sent la relation avec l'Algérie reste très 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 compliquée et inquiétante malgré tout. Vous êtes nombreux sur le Facebook de Sud Radio à demander pourquoi les joueurs de foot ne se mobilisent pas. C'est une vraie question. Il y en a quelques-uns, faut pas non plus. Non, oui, il y a le FC Nantes, il y a plusieurs. Il y a l'entraîneur Eric Roy voilà, donc on parle des Benzema, Zidane, Zidane qui est kabyle, dont le fils joue. Je savais, je crois que tout le monde attendait une sorte de message de sa part, mais bon. Stéphane me dit, vous vous rappelez de la mobilisation pour les rugbyman qui avaient été accusés d'avoir frappé une femme? Il y avait eu effectivement, c'est pas exactement la même chose non plus, parce que c'est compliqué aussi. On peut comprendre que certains hésitent à tacler C'est pas spécifique à Christophe Glaise pour le coup. Non. Malheureusement, le milieu du football n'est pas connu pour sa capacité d'engagement et de mobilisation, quelle que soit la cause d'ailleurs. Sauf pour Naël. Pardon. Sauf pour Naël. Oui, mais voilà. Non, mais voilà, les fois où ils sont sortis. A contrario, Valérie, ils se sont pas tous mobilisés pour Naël. Non, pas tous, c'est vrai. Mais il y a eu quelques visages iconiques qui ont tenu des propos qui pouvaient prêter à discussion, on va dire. Allez, on se retrouve avec vous dans un instant. Est-ce que vous laissez vos enfants sortir seuls, aller à l'école seuls dans la rue? C'est un grand dossier du Parisien ce matin, assez frappant, assez étonnant. Les parents sont de plus en plus inquiets et tardent de plus en plus à laisser sortir leurs enfants seuls dans la rue. 0826 300 300. On vous attend et on jouera tout de suite après pour gagner des cadeaux sous le grand sapin Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio, et alors des choses positives à prendre.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et je suis passée devant notre sapin Sud Radio et nous allons jouer avec vous. Le sapin de Noël Sud Radio. Alors, j'ai mon petit sac avec le petit flocon de neige. J'ouvre le petit papier et donc vous allez jouer en envoyant sapin par SMS au 7 20 18 pour gagner un lecteur de livres audio de la marque Prose. C'est un lecteur, c'est le premier lecteur de livres audio simple, sans appli, sans écran, avec 20 000 livres disponibles. Vous nous appelez non, vous ne nous appelez pas. Vous envoyez un SMS au 7 20 18 et vous pouvez gagner de magnifiques cadeaux tout au long de la journée sur Sud Radio et ce jusqu'au 24 décembre. Alors, reprenons nos débats et ce dossier du Parisien que j'ai trouvé assez intéressant et assez symptomatique de l'époque. Les parents ont de plus en plus peur de laisser leurs enfants seuls dans la rue. Le grand dilemme des parents. Alors à la fois ils ne veulent pas leur donner de portable parce que c'est pas bien, et en même temps ils sont inquiets, donc ils retardent l'âge auquel les enfants vont seuls à l'école. Et c'est vrai qu'on est passé de 10 ans et demi à 11 ans et demi. Vous qui avez des enfants, je crois que vous êtes celui qui a des enfants en âge d'aller à l'école. Comment ça s'est passé chez vous ? C'est-à-dire que le petit dernier est toujours un peu sur ses fesses. On a été de plus en plus paradoxalement, de plus en plus attentif à ce genre de sujet. Alors qu'on était content quand l'aîné prenait un peu d'indépendance, quand le deuxième, et puis le troisième, on est un peu plus sur ses fesses et un peu plus sur son dos avec le téléphone, parce qu'ils ont beaucoup plus tôt que ça le téléphone. Mon aîné, il l'a eu vachement tard finalement, alors que le petit, dès la 6e, même presque avant, il l'avait. Et donc c'est vrai qu'on se pose des questions, on check, soit on l'accompagne, ou on check à espace régulier pour savoir où est-ce que tu en es, quand est-ce que tu rentres. Et c'est vrai que ça crée une pression. Mais c'est vrai que l'environnement nous pousse à ça. Alors, je ne vais pas vous dire que j'habite le quartier le plus mal fréquenté de Paris, mais ça veut dire qu'il y a des zones, je suis convaincu, où on se pose véritablement ce genre de questions. Il y a la route, mais il y a la malveillance des adultes aussi. Bien sûr, ces deux données, on va reparler peut-être tout à l'heure de ce chiffre incroyable. 7 conducteurs sur 10 transgressent les règles au volant. Non, mais des gamins qui se sont fait taper dessus, qui avaient un téléphone pour se faire braquer leur téléphone, qui sont pris un coup de couteau, ça a interpellé. Elias, franchement, oui, c'est ça. Le jeune Elias. Et ça se passait pas à l'est de Paris ou au nord, ça se passait à l'ouest. Oui. Mathieu, vous avez des enfants? J'ai une fille, alors elle vient d'avoir 10 ans, elle a eu 10 ans la semaine dernière, elle est encore à l'école primaire, donc du coup, pour le coup, là, on l'accompagne, elle se balade pas toute seule, mais je me projette en me disant que moi, ce que j'ai vécu quand j'étais petit, j'ai grandi aussi à Paris, donc on peut faire une comparaison. Moi, c'était pareil, dans mes souvenirs, mes parents ont commencé à me laisser aller seul au collège, donc en 6e. A priori, je pense que c'est ce qu'on va faire aussi pour notre fille, mais avec effectivement des outils technologiques qui existent et qui n'existaient pas à l'époque. On a un traceur, c'est vrai qu'on a un traceur sur le téléphone. Et on réfléchit aussi, a priori, avec mon épouse, à utiliser cette technologie qui, bien évidemment, vu mon âge, étant donné mon âge canonique, vous vous en doutez, n'existait pas à l'époque où j'étais moi-même au collège. Après, je vous avoue que je suis assez partagé pour commenter ces chiffres et ces décisions, parce que je n'arrive pas à savoir si c'est un phénomène si nouveau que ça, parce que pour le coup, moi je me rappelle quand même quand j'étais petit, et puis si on regarde les actualités dans les années 60-70, il y a toujours eu malheureusement des enlèvements d'enfants, des violences. Il ne faut pas idéaliser le passé. Pour le coup, il y a toujours eu cette peur. Vous avez raison. Je ne sais pas si il y a beaucoup plus d'actes et une menace plus forte, ou si il y a une prise de conscience peut-être plus grande de la part des familles et des parents. Et puis je pense qu'il y a une différence entre vous qui habitez à Mont-Saint-Barral, entre les grandes mais qui existait communes, pour le coup déjà autrefois, les grandes communes, une quarantaine d'années. la région, et puis certains quartiers, il faut le dire, vous l'avez évoqué. C'est un phénomène assez global, c'est pas que le fait d'être... on voit que les enfants sont moins dehors en règle générale. Pas que pour le fait d'aller à l'école.
Il y a aussi des questions, je pense. Il y a des questions effectivement de menaces de sécurité. Et il y a aussi des changements pratiques qu'on peut peut-être déplorer, qui sont que on voit les enfants sont plus souvent chez eux. Je vais parler comme un vieux con, mais il y a aussi le phénomène des écrans. On voit que les gamins jouent moins dehors. Et moi je le vois même. Enfin, à mon petit niveau, je le vois même certaines fois avec ma fille ou les copines de ma fille quand ils vont dans des squares ou des choses comme ça. Il y a le côté, ils aiment rentrer, ils aiment il y a le côté écran qui est assez addictif, et il y a moins le côté on sort, on sort, on aime, on court, il y a le côté être dehors qui joue un peu moins. Bon, moi mon fils a 3 ans, donc je l'amène à l'école, je vais pas le laisser y aller, je vais pas le laisser y aller tout seul, même s'il est autonome et qu'il sait où aller. On va faire attention, je vais apprendre les règles. Il va vous dire non, viens pas devant, c'est la honte. Je vais apprendre les règles du code de la route, puisqu'on en parlera tout à l'heure sur le traverser, regarder, etc. Non, mais je pense que ce qui est vrai, c'est que il y a je rejoins un peu ce que tu as dit sur ça a toujours existé, etc. Moi, je pense quand même que Internet a exacerbé et multiplié peut-être aussi les risques. Et pour le coup, donne un sentiment aux parents une inquiétude par rapport à tous les faits divers que l'on voit, etc. Et deuxième élément, les enfants, effectivement, dans leur pratique de jeu, ont aussi évolué. La montée en puissance des écrans a fait que ils sont plus à la maison, ils jouent plus sur leur écran que auparavant. Avant, moi je suis désolé, alors ça fait peut-être un peu vieux con aussi, pourtant j'ai 31 ans, mais quand j'étais plus jeune, on jouait, on allait dehors, on prenait notre vélo, etc. On voit de moins en moins ça. Et puis dernier élément, 31 ans vieux con, ça va un peu de marque. Mais la jeunesse n'est pas un bien durable. Mais c'est ce que disait l'historien, je crois, ou le professeur d'université dans l'interview là, du Parisien. Il disait aussi qu'il y avait la question de comment les villes s'adaptent ou non aux enfants, la visibilité des enfants. Et ça, je pense que c'est aussi très intéressant et très important. Et avec les élections municipales qui arrivent, ça peut être intéressant pour revenir sur ce que disait Baptiste, qui est paradoxal, c'est les enfants sont plus à la maison et sont sur les écrans, ils sont connectés, alors qu'on sait que les menaces sont souvent aussi désormais sur les réseaux, et que la chambre de l'enfant ou la maison, qui était un lieu safe place, comme on dit en très bon français, c'est plus le cas aujourd'hui. Il faut surtout leur interdire les écrans. Je sais que c'est difficile. Oui, c'est dur. C'est la guerre. Franchement, moi j'ai mis un truc pour contrôler l'utilisation du téléphone, un outil. Allez, je vous donne la parole, Samuel, au retour, et on aura Liliane qui veut réagir à ce sujet. Est-ce que vous laissez vos enfants, ou quelle est l'expérience avec vos petits enfants? Est-ce qu'ils vont à l'école seuls, et quelles sont vos craintes en fait de laisser vos enfants, je parle de 10-11 ans, dans la rue? D'accord, Valérie Expert. Et on est de retour avec vous. On a Liliane en ligne. Bonjour Liliane. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez des enfants, des petits-enfants? J'ai mon grand-fils qui est adolescent, et on est concerné par le sujet. Voilà, parce que on a une tâche ingrate et difficile de faire un équilibre entre les dangers qui sont dans l'ordinateur à la maison et lorsqu'ils sortent, sans créer une paranoïa générale, essayant de leur donner confiance dans la vie, dans le milieu de social et tout ça, et c'est très compliqué. Nous vivons dans une ville où quand même on a de la chance, parce que c'est tout de même assez sûr, on va dire. Sauf que maintenant les dangers, on n'est pas capable de les prévenir, de les imaginer. Puisque même dans les petites villes, dans les villages, les enfants se font agresser, même tuer ces dernières années. Donc, il y a du deal, il y a du deal, et puis vous regardez ce qui s'est passé, cet accident dramatique avec ces 3 jeunes adolescents et on a retrouvé du protoxyde d'azote. Donc le danger est partout. Et sur le chemin de l'école, ils vont loin à l'école, vos enfants, Liliane? Alors c'était l'école, elle n'est pas très loin de la maison. J'ai un enfant qui était quand même très sûr de lui, et qu'à 7 ans il a demandé d'aller tout seul à l'école. Et son père, il était tellement traumatisé qu'il le suivait derrière sans que l'enfant le voie.
Du coup, il s'est fait arrêter en disant mais vous suivez des enfants. Non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a toujours eu cette angoisse. Merci Liliane de nous avoir appelé. Merci d'écouter Sud Radio. Stéphane nous dit interdire les écrans et à l'école on leur demande de les utiliser pour leurs devoirs. Expliquez-moi. Les écrans sont les nouvelles nounous, etc. Oui, non, mais il y a la corrélation qui est faite, mais il y a aussi le danger de l'agression. Enfin, on pense. On y vient. Samuel, avec vous, on va y venir. Je pense. Oui. À mon avis, un mot important qui n'a pas été encore prononcé, c'est le mot insécurité. Le fait est que l'insécurité augmente malheureusement en France et que le sentiment d'insécurité qui est corrélé à la sécurité, ça a été prouvé par une étude notamment reprise par Le Figaro, et bien fait que les gens ont peur pour leurs enfants. C'est tout bête. Vous n'avez pas envie que vos enfants se fassent agresser. On parlait des différentes attaques vis-à-vis des enfants et des adolescents. Il y a 15-20 ans, on ne parlait pas de coups de couteau sur des adolescents. Je vous rappelle qu'on parlait au début de raquettes. Il y avait des raquettes des adolescents qui se faisaient prendre leur téléphone. Ensuite, sont arrivées les agressions avec plusieurs agresseurs qui tapaient par terre des enfants, des adolescents, donc fin primaire ou début collège jusqu'au lycée. Ensuite, il y a eu la multiplication des coups de couteau, donc avec des jeunes, on a vu malheureusement le jeune Elias qui s'est fait tuer, et ça n'existait pas dans des proportions d'aujourd'hui, en tout cas on n'en parlait jamais. Il y avait une certaine insouciance. Donc effectivement, quand l'insécurité augmente, on perd cette insouciance, et les parents, naturellement, ont peur pour leurs enfants, ils vont moins les laisser aller à l'école. Moi je me souviens, on parlait chacun a témoigné de son passé, nous il y avait une insouciance pour aller à l'école, où beaucoup d'enfants allaient seuls à l'école, rentraient seuls à l'école assez tôt, c'est-à-dire avant même 10-11 ans. Alors vous allez me dire, ils habitaient dans le quartier, on n'habitait pas un quartier particulièrement huppé, mais il n'y avait pas d'insécurité partout. Sur la partie écran, on en a parlé en off, mais effectivement, avant, il y avait déjà les consoles. Moi, j'aime pas trop parler du terme écran parce que c'est trop large. Qu'est-ce que ça veut dire, écran ? Sur un écran, vous pouvez lire un livre aujourd'hui. Est-ce que c'est un jeu vidéo très intéressant ? Est-ce que c'est un jeu type casino sur le mobile qui est abrutissant ? Bref, il y a toutes sortes de choses. Vous le disiez vous-même, Valérie, effectivement, parfois l'écran est devenu un peu la nounou et donc l'enfant s'habitue à être toujours avec l'écran. Et peut avoir, par exemple, au restaurant, les parents pour avoir la paix, et avoir du mal ou également dans le train, et du coup avoir du mal à sortir. Et moi je pense que c'est regrettable que vous parliez tout à l'heure des squares, mais typiquement je vous rappelle, il y a 15-20 ans, c'était normal qu'à 10, 11 ans, parfois avant, 12 ans, on prenait le vélo, on sortait, on rentrait tard. Quand je dis tard, c'était 19h, en fait, quand la nuit commençait à tomber, selon la période de l'année. Et les parents ne se posaient pas tellement de questions. Et à l'époque, il n'y avait pas la nécessité de traceurs. Il y avait pourtant... Évidemment, il y avait des enlèvements d'enfants, il y en avait comme il a toujours eu, mais il y avait quand même franchement plus d'insouciance et à mon avis parce qu'il y avait tout simplement plus de sécurité. Mais ce qu'on observe en tout cas dans les grandes villes, c'est aussi c'est les craqueux, c'est ces gens qui sont les cinglés. Il y en a là aussi, vous allez me dire toujours eu, mais vous rencontrez quand même plus souvent des individus inquiétants. Quand je dis inquiétants, c'est des malades mentaux qui sont en liberté. Moi, ce qui me frappe, il y a ça aussi d'une part, mais c'est surtout un peu des zones de non-droit, des zones où on peut plus traîner, des quartiers. Regardez Aubervilliers, c'est ça qui est frappant de se dire on peut plus se trimballer tranquille, on te dit oh là, faut pas que tu traînes. Et d'ailleurs, je me demande même comment les gens font pour y habiter, parce qu'on voit les gens qui disent on vit dans la peur et tout ça, c'est devenu des zones de non-droit. C'est presque les films apocalyptiques des années 80, vous savez, où il y avait des zones de non-droit, où tout le monde faisait son business un peu en toute liberté. Et c'est ça qui m'étonne le plus, c'est que d'accepter ces zones un peu qui échappent à la République, qui échappent à la loi, qui échappent à la règle. Et ça, je me demande si ça traduit pas une dérive de notre société. Je rappelle simplement sur les statistiques, à l'époque de Vidocq, il y avait beaucoup plus de violence qu'aujourd'hui. Ça veut dire que tendanciellement, ça a un peu baissé. Mais le problème, c'est qu'on en parle beaucoup plus. C'est vrai que quand il y a quelqu'un qui se fait dessouder ou un gamin qui se fait agresser, on le sait dans la seconde et ça c'est amplifié par les réseaux sociaux. Et donc, je n'arrive pas à mesurer réellement ce qui relève de l'amplification et du retentissement médiatique que ça crée et de la valeur on sait que l'insécurité a augmenté. Je vous parlais pas évidemment de l'époque de Vidocq, je vous parle d'il y a 30-40 ans. En gros, si on regarde l'évolution de l'insécurité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien on sait qu'elle augmente. Il y a des solutions. On peut discuter des solutions. On sait que la justice est laxiste. Mais le sujet pour moi, c'est on a parlé d'abord des zones où
Et encore il y a quelques années, on avait la liberté de laisser ses enfants jouer au foot, faire du vélo, etc. Aller voir les copains. On a l'impression que c'est fini, mais vous parliez vous-même à l'instant, effectivement, des zones qui étaient déjà en insécurité et qui sont encore davantage en insécurité, où là, effectivement, les enfants, ils peuvent plus sortir, les adolescents, parce que un endroit, peut-être, vous parlez des dealers à l'instant, va leur proposer de faire le guetteur, etc. Donc, il y a des zones qui sont encore plus difficiles, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, où effectivement, les gamins peuvent plus sortir. Ouais, mais là-dessus aussi, parce que tout se tient. Là, j'ai vu que le Premier ministre avait reconduit la question de la santé mentale comme grande cause nationale. Il y a quand même des sujets aussi, effectivement, de manque de moyens et donc de personnes qui subissent des troubles psychiatriques, qui sont aujourd'hui laissées à l'abandon, qui errent dans nos communes, dans nos rues, et qui posent des problèmes pour eux-mêmes et pour les autres. Donc là aussi, je veux dire, quand on prend ces sujets-là, il faut vraiment les prendre à bas-le-corps et entendre tous ces éléments et regarder comment effectivement on peut lutter efficacement, parce que pour les gens qui habitent ces secteurs-là, alors là effectivement il est absolument pas question de pouvoir laisser son enfant sans surveillance quelques minutes que ce soit. On continue à parler de nos enfants avec ce dossier que vous avez coordonné, cher Gilbert, pour le Parisien. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire des études, faire 5 ans d'études pour accéder à des bons postes, un bac+5? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et est-ce que, moi j'ajouterais, est-ce que ça vaut encore quelque chose? Alors, le nombre d'entrepreneurs qui vous disent j'ai un bac+5, ils sont inaptes au travail, ils ne connaissent rien. C'est inquiétant. Alors, moi, je vais pas vous dire aujourd'hui que ça sert à rien de faire des études. Première chose. Mathieu, vous n'êtes pas d'accord? Non, mais on a déjà eu aussi cette discussion. Je pense que il y a toujours, bien évidemment, à chaque génération, des personnes qui, malgré leurs études, malgré leur CV, ne sont pas bons ou ne travaillent pas. Le problème, c'est que ça se multiplie. Interroger les chefs d'entreprise. Je suis pas persuadé que c'était là encore mieux avant et que la génération d'aujourd'hui qui connaît d'autres difficultés que ses aînés soit forcément tir au flanc ou nul. Ce discours m'agace beaucoup à chaque fois. Et à chaque fois c'est pour ça que je monte au créneau à chaque fois pour dire que la jeunesse n'est pas si catastrophique qu'on veut bien le dire. Moi, je la trouve catastrophique. Je peux vous dire que ce soit, et ça fait un moment que ça dure, et que vous interrogez des chefs d'entreprise qui embauchent des bac+4, 5, qui se demandent ce qu'ils ont fait pendant leurs études. Vous avez en tourisme, je vous donne juste un exemple, quelqu'un qui a fait un bac+4 qui ne sait pas où est le Mont-Saint-Michel, quelqu'un qui croit que la gare du Nord, il y a un aéroport. Enfin, c'est un exemple. Mais vous en avez d'autres dans des librairies, des chefs d'entreprise à qui vous parlez, des restaurateurs qui vous racontent des choses mais ahurissantes. Mais Jean-Valérie, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'ils ont fait un bac+4 alors, parce que ça aurait été pire. Non, là où je veux en dire, c'est que il y a des formations qui n'assurent pas, il y en a plein, et d'ailleurs le ministère est en train de faire le ménage aujourd'hui sur la certification et la labellisation, notamment pour avoir accès aux dotations. On a vu quand même des mais sur l'apprentissage, on a vu. Laissez-le présenter le dossier. Allez. Oui, non, ce que je vais tendance à vous dire, c'est que... Parce qu'il n'y a jamais eu autant, ça commence comme ça, jamais une génération n'aura compté autant de diplômés de niveau master. On aime les bac+5 en France, je vous le dis. C'est vrai. Mais vous verrez aussi que les entrepreneurs aiment les bac+5. C'est-à-dire que avoir des bac+5 dans son staff, c'est plutôt chic. D'ailleurs, la fonction publique, moi j'ai juste une petite aparté, c'est que pour les concours de catégorie C, c'est-à-dire qui seraient niveau bac pro, on recrute parfois des docteurs. Donc même eux n'ont pas joué le jeu. Ce que je veux dire, c'est que vaut mieux, moi je suis convaincu que avoir une capacité d'abstraction, de culture générale, peut-être pas assez, vous l'avez dit, mais une capacité de réflexion et de discernement, parce que je vous en parlerai tout à l'heure avec l'IA. Si justement nos jeunes ne sont pas formés pour apprendre et apprivoiser la machine, ça va être terrible. Je vais vous le dire, ça va être terrible. Maintenant, qu'il y ait trop de bac+5, peut-être parce que ça dépend des secteurs. Exactement. J'anime un colloque la semaine prochaine. Le thème, ça sera le futur du travail. Quelqu'un me disait, il y a un sujet sur la grande transmission. Qu'est-ce que c'est la grande transmission? C'est des millions, des centaines de milliers d'artisans qui ne trouveront pas de successeurs. C'est des milliards. Premier employeur de France. Ça, c'est des vrais sujets. Donc, il y a peut-être une garde de triage à faire sur les bac+5 parfois. C'est vrai qu'on a beaucoup de sociologues et de psychologues en France. Ça, c'est vrai aussi à l'université. Est-ce qu'on a besoin d'autant de sociologues et de psychologues? Je pose la question. Ou de STAPS. Donc, il y a peut-être besoin de rationaliser un peu la production de diplômés du supérieur, mais jamais il ne faudra dire moins de diplômés, moins d'études en France et partout ailleurs. D'ailleurs, l'économie de la connaissance, c'est la solution. On ne combattra pas les Chinois en fabriquant des t-shirts bon marché. On les combattra
sera avec du savoir-faire, de l'innovation, de la recherche. Ça, c'est définitif. On y revient dans un instant. Alors, est-ce que les études servent encore à quelque chose? Les bacs plus 5 indispensables pour accéder à de bons postes? Oui, certainement dans certains secteurs. À tout de suite. Cette année, les plus beaux cadeaux sont au pied du sapin Sud Radio. Envoyez dès maintenant sapin au Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. C'est un sujet qui fait débat, c'est le moins qu'on puisse dire. Faire 5 ans d'études, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça permet aujourd'hui d'accéder à de bons postes? Alors Samuel Lafont. Écoutez, Valérie, je vais prendre le sujet à l'envers et mettre les pieds dans le plat. Je pense qu'on subit une très grande arnaque pour des générations entières, et notamment les Français des classes populaires qui n'ont pas forcément les moyens de payer de longues études à leurs enfants, et auxquels on dit, si vos enfants ne font pas bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, ils n'auront rien. Et ça, c'est malheureux parce que ça laisse des gens vraiment sur le carreau. Or, on parlait hors antenne du niveau. Effectivement, on a une inflation du nombre de diplômés, mais est-ce qu'il y a le niveau en face? Est-ce qu'on peut seulement poser la question? Évidemment, on a créé le système LMD, donc licence, master, doctorat. Système européen, c'est pas européen, pour pouvoir échanger entre les pays avec le système Erasmus, etc. Et avoir des diplômes, et les ECTS qui valident les diplômes à l'international. Ça a du bon, mais il faut bien voir aussi que derrière, on peut avoir des années durant lesquelles certains étudiants n'apprennent pas grand-chose, ou ils ressortent de leurs études en ne sachant pas faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que concrètement, pourquoi je vous dis que je prends le sujet à l'envers, c'est qu'on est contraint à rester pendant 5 ans jusqu'au bout du diplôme. Ils ont l'impression eux-mêmes, je vous parle même pas d'avis extérieur, de ne pas savoir faire des choses très concrètes. Et c'est pas seulement, alors évidemment il y a eu toute une polémique justifiée auprès de certains organismes privés qui se servaient d'une labellisation qui avait été un peu simple pour délivrer des diplômes bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, justement beaucoup auprès de Français, des classes moyennes, des classes populaires. On disait à leurs parents, il faut absolument que vos enfants fassent ça, sinon ils sauront rien dans leur vie. C'est pas seulement ils sauront rien, c'est ils ne sauront rien, ils sont obligés d'être ça. Et ils sont obligés de suivre ce parcours. Eh bien moi je trouve ça extrêmement dommageable, parce que concrètement aujourd'hui, on fait des études de plus en plus longues pour faire parfois l'équivalent des métiers qu'on faisait auparavant. Avant, on faisait pas bac plus 5 pour devenir enseignant. Oui, mais il n'y a pas besoin d'être bac plus 5 pour être instituteur. Non plus, mais il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a à la fois les parcours de formation qui sont à revoir. Moi, je suis désolé, dans les universités, par exemple, nous avons un enseignement académique qui est très important, théorique très important, mais il manque la pratique. Et les étudiants eux-mêmes demandent des stages, demandent d'avoir des passerelles avec le monde de l'entreprise, avec etc. Donc ça, il faut le revoir. Après, il y a une deuxième chose aussi, parce qu'il faut tout se dire. Vous pouvez pas non plus dire, faut-il encore faire 5 ans d'études? Mais quand vous faites 5 ans d'études pour être payé après 1400 € par mois, comme c'est le cas par exemple des enseignants ou d'autres, d'un certain nombre de professions, bah, vous pouvez vous poser la question aussi. Donc il faut marcher sur les deux jambes. Il y a à la fois la question des parcours de formation qui sont à revoir. Il faut redonner une dimension pratique. Il y a une question aussi de revalorisation des filières. Moi, je suis désolé, on dit qu'il y a des problèmes de chômage, etc. Il manque énormément de Français dans les filières de bouche, etc. sur lesquels il y a des formidables carrières à faire. Et des très beaux salaires, mais il faut arrêter de dévaloriser ça en considérant que si on fait ça, on est à moins que rien, parce que c'est aussi ce qui est dit parfois. Et il y a aussi la question, effectivement, après, de la valorisation, y compris salariale. Mais c'est compliqué de globaliser aussi, parce que bac plus 5, bac plus 5 en sociologie, c'est pas la même chose qu'un bac plus 5. Parce que les ingénieurs, on en a besoin. L'ingénieur français qui a bac plus 5, parfois bac plus 6 avec une spécialisation, il est recruté dans le monde entier. Il est accueilli sur tapis rouge. Donc on a quand même des formations d'excellence. Je suis persuadé que, prenons le cas de la sociologie, qui est une filière effectivement, même si je suis persuadé qu'il y a pas mal de personnes qui ont un bac plus 5 en sociologie, qui pourraient, avec un accompagnement pratique et stage, faire des RH, du très bon boulot en entreprise. Il faut décloisonner les choses. Moi, je le disais, je l'ai vécu il y a 20 ans, ça n'a pas changé. Quand on fait des études qui peuvent être, par exemple, des études littéraires, des études classiques, des études, on va dire, les humanités, qui, je reste persuadé, font du bien, amènent une culture générale. Et moi, j'ai eu ensuite, en tant que manager, des personnes qui ont fait ces études-là, qui étaient des gens très bien, parce qu'ils avaient déjà une capacité à l'époque, une capacité à écrire, qui est un vrai plus, même s'il y a l'IA, ça reste quand même un vrai plus, de savoir écrire, de savoir argumenter, de savoir organiser ses idées.
ça sert après dans le monde du travail. Sauf que ces personnes-là sont dans des filières qui n'ont absolument aucune passerelle avec le monde extérieur, notamment avec le monde de l'entreprise. Puis parce que, et ça je mets les pieds dans le plat et je l'ai vécu, la plupart des mandarins dans les universités et la plupart des associations étudiantes qui sont sous un contrôle vraiment d'extrême gauche ne veulent pas. Donc ils préfèrent envoyer au casse-pipe des générations entières qui, si elles ne veulent pas faire de concours ou rentrer dans la fonction publique ou enseigner, se retrouvent au milieu du quai. Alors que je reste persuadé, comme c'est le cas dans des pays anglo-saxons, alors je veux pas dire que tout va bien dans les pays anglo-saxons, c'est un autre sujet, mais on peut avoir par exemple en Allemagne des personnes qui vont être spécialistes, je ne sais pas, de la littérature fin de siècle à Vienne et qui vont ensuite travailler dans une entreprise, au RH, en com, comme ça, parce que les recruteurs vont acheter, entre guillemets, un savoir-être, une attitude, une capacité à réfléchir et à penser. On voit par exemple que l'apprentissage est une filière qui marche très bien. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment bien l'apprentissage parce qu'il y a à la fois le côté théorique et à la fois le côté le savoir qu'on va leur enseigner et en même temps la manifestation concrète, et les deux s'embriquent très bien. Dernière chose, Baptiste a raison, il faut arrêter, ce qui est très français aussi, le mépris qui s'est installé depuis une cinquantaine d'années pour les filières techniques et les filières artisanales. Alors qu'on sait qu'il y a des fleurons qui sont formidables dans l'industrie, dans les métiers de bouche, dans l'artisanat, il y a du boulot et des jeunes qui peuvent avoir des carrières extraordinaires. Ça ne change pas. Alors Marie nous dit, Marie c'est une fidèle auditrice qui a élevé des enfants, comme elle dit, de la fameuse incompétente aide sociale à l'enfance. Ils sont tous passés par l'apprentissage et ils sont tous heureux dans leur vie professionnelle, mais en France on continue à considérer que ces gosses, ils ne sont pas intelligents, ce qui est une ineptie effectivement. Parce qu'un modèle unique, qui est défendu, qui est souvent... Pardon, mais pour moi c'est essentiel. Je reviens sur cette histoire de Bac plus 5. Il faut rappeler que les premières victimes de cette mode du Bac plus 5, avant c'était Bac plus 3, mais Bac plus 4, Bac plus 5, les premières victimes, ce sont les personnes qui se font arnaquer, pardon, mais c'est une arnaque. Quand on leur dit vous faites Bac plus 5, mais vous avez raison, faites Bac plus 5 et après vous avez un salaire qui est très bas, parfois on se plaint des jeunes en disant mais les jeunes ne veulent rien faire. Mais attendez, vous leur avez dit que s'ils ne faisaient pas Bac plus 5, ils ne seraient rien dans leur vie, et après ils sont au SMIC quand ils ont fait Bac plus 5. Mais pardon, moi j'appelle ça une arnaque. Il faut arrêter de pousser tout le monde à aller vers des diplômes de plus en plus longs. Si derrière, concrètement, les études sont... On peut parler même du contenu des années, pardon, mais quand on est passé à 5 ans plutôt que 4 ans, par les premières années comme ça, les années étaient allongées artificiellement et on avait les mois de septembre où il n'y avait quasiment pas de cours. Donc au bout d'un moment, il faut se rendre compte que pendant ce temps-là, ce sont pour la plupart des familles, c'est des logements à payer, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les poches des personnes qui font des études, et ça peut être difficile. Évidemment, quand vous avez beaucoup de moyens, vous pouvez dire bon, je peux payer une école privée, je peux faire en sorte que mes enfants, mes fils, mes filles soient logés pendant un certain nombre de temps, même y compris en crous, mais en logement privé, le temps de faire leurs études. Mais la plupart des gens ne peuvent pas. Et donc vous les confrontez, vous les mettez face à un mur en leur disant regardez, vos enfants, s'ils ne font pas Bac plus 5, ils ne sauront rien, et en même temps vous n'avez pas les moyens de le faire parce que vous n'avez pas de pouvoir d'achat. Donc je trouve juste que ce système est scandaleux et qu'il faut qu'on sorte complètement du monopole du Bac plus 5. On parlait de l'apprentissage, on parlait des métiers manuels. Le problème c'est que, il faut le dire concrètement, dans l'idée médiatique actuelle, tout le monde va logiquement vers le Bac plus 5. Moi, je vous rappelle, je termine là-dessus. Je parlais avec un enseignant, on parlait de classe littéraire. Moi, j'ai fait bac littéraire et philo, enfin, de différentes études, mais notamment de la philo. Et j'ai un professeur de philosophie qui me parlait justement de ça, du niveau des étudiants et des sélections. Avant, c'était beaucoup plus dur d'aller jusqu'au niveau Bac plus 4 ou Bac plus 5. Si bien qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'arrêtaient avant, mais eux faisaient autre chose derrière. Et on leur disait pas, comme vous le disiez à l'instant, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, et tant pis si vous n'êtes pas prof de je ne sais quoi derrière. Si vous n'arrivez pas à entrer dans l'éducation nationale. Supérieur, parce que je pense qu'il a baissé aussi avant et que du coup ils arrivent en fin de parcours où ils récupèrent des personnes qui ont accumulé beaucoup je suis d'accord avec ce que vous avez au cours du parcours. Ce que me dit un auditeur, c'est le niveau s'est effondré, l'éducation nationale est constituée d'anciens élèves dont le niveau est de plus en plus faible. Mais quelle perte de temps. Mais quelle perte de temps pour ces gens-là. Pardon, pour moi c'est horrible. On les sacrifie en faisant... Il y a beaucoup de... Évidemment, vous êtes dans les meilleurs collèges, les meilleurs lycées parisiens. Très bien, vous savez que vos enfants, ils vont étudier, ils vont pas perdre leur temps à l'école. Mais dans toutes les zones, pas forcément les zones à problème, mais même dans les collèges ou des lycées moyens, vous avez des étudiants collégiens, des lycéens qui perdent leur temps et qui arrivent, juste pour terminer, qui arrivent avec un niveau scolaire, oui, parce que je pense que c'est un sujet qui est fondamental, et dont on parle trop peu, qui arrive avec un niveau qui est bas, et en fait, ils arrivent parfois, ils sont décontenancés de l'université, et on leur a fait
perdent leur temps et on fait perdre de l'argent à leur famille. Alors oui, alors je dois d'abord le mouvement consiste à l'allongement des études, c'est pas un mouvement franco-français. Non, c'est mondial. Aux États-Unis, regardez, l'endettement d'ailleurs est considérable aux États-Unis. C'est la bulle spéculative autour de l'endettement est considérable parce que les familles s'endettent. Bon, on y revient, heureusement. On est à 26% de diplômés du supérieur à bac+5. On est qu'à 3% de plus que les autres. Faut pas dire non plus qu'on est complètement parti dans les tours sur ce sujet-là. Non, mais qu'est-ce qu'on remplit ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Non, mais là où je reviens sur le système, il a perdu un peu la tête. Peut-être, c'est simplement qu'il faut remettre. Je prends un exemple très concret. Je prends l'IUT, vous connaissez, qui est devenu le BUT. 60% poursuivent leurs études, alors qu'on a besoin de ces techniciens supérieurs pour le marché et pour les entreprises. C'était en 2 ans, c'est passé en 3 ans. Oui, c'est passé en 3 ans. Mais c'est très bien. Non, mais ça, c'est normal. Parce que le niveau, il est plus dense, il est plus exigeant. Il y en a qui arrivaient à bosser après 2 ans. Après 2 ans. Oui, mais ça donne c'est le niveau bachelor. Vous avez parlé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être remettre un peu les vraies valeurs des diplômes à leur bon niveau pour répondre aux entreprises, tout simplement. On va prendre, on a notre gagnante pour notre le sapin de Noël Sud Radio. Et c'est une gagnante, c'est Annie qui a gagné, qui va remporter ce lecteur de livres audio de la marque Prose. Prose, c'est un lecteur, c'est le premier lecteur de livres audio simple, sans appli et sans écran. On en parlait, avec plus de 20 000 livres disponibles. Ça s'adresse évidemment aux enfants. J'espère que vous en ferez bon usage et merci d'avoir envoyé Sapin par SMS au 7 20 18 et c'est toute la journée sur Sud Radio jusqu'au 24 décembre. Plein de cadeaux à gagner et nous on se retrouve dans un instant pour évoquer avec vous vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va parler de squatteurs, on va parler également de laïcité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 3, un pin handicap. 8, As, 5, 12, 10, 7 et 3 pour le quintet. En réunion 3, course 4, à Pau, ma sélection du jour, le 9, Bélance. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous sommes de retour avec vous pour commenter l'actualité avec Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation, journaliste pour l'Hémicycle. Et puis vous avez coordonné cet excellent hors-série sur les études supérieures. Les bacs plus 5. Les bacs plus 5, on en a parlé assez longuement. On continue donc de débattre avec Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Mathieu Baccialone, communicant, président de M2B Conseil, et Baptiste Ménard, maire adjoint de Mons-en-Barœul. Alors, c'est l'heure de passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule, qui sont des sujets qui sont dans l'actualité. Baptiste, vous voulez revenir, vous, sur une proposition de Jérôme Gage? Absolument. Pour une fois, je fais un coup de cœur. Coup de cœur sur la proposition formulée par Jérôme Gage de créer un défenseur de la laïcité, qui serait donc une autorité constitutionnelle indépendante et qui serait chargé de veiller au bon respect de ce principe fondamental. Il y avait déjà eu plus ou moins, non? Il y a eu des tentatives, il y a eu des propositions. Là, l'idée, c'est qu'on va fêter les 120 ans de la grande loi de 1905. Donc, c'est aussi une manière de la remettre en valeur et puis surtout d'adresser un signal important à un moment où la laïcité est attaquée de toutes parts. Et donc, cette autorité constitutionnelle indépendante aurait vocation à veiller au respect de la laïcité, la liberté des consciences, le respect de toutes les croyances, la garantie du libre exercice de culte, l'égalité des citoyens devant la loi, quelle que soit leur religion, et bien sûr de veiller à la neutralité des administrations publiques. Ce serait un peu sur le même modèle que le défenseur des droits, un mandat de 6 ans qui ne serait pas renouvelable et qui permettrait à chaque citoyen de saisir cette autorité dès lors qu'il constaterait qu'un service public ne fonctionnerait pas, ne serait pas en respect de cette application. Et même cette autorité pourrait aussi s'autosaisir lorsqu'elle constaterait qu'il y aurait des manquements et pourrait aussi formuler des propositions. Moi, je crois que c'est vraiment très important parce que je suis très attaché à notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais moi j'y ajoute bien volontiers la laïcité et je considère que c'est un principe intemporel et universel qui mérite d'être défendu, promu et préservé. Pour moi, c'est un machin. Non, mais je vous le dis comme je pense. Mais ça ne me surprend pas. C'est un machin supplémentaire. On a eu l'observatoire de la laïcité. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas que ça devienne comme l'observatoire de la laïcité avec Monsieur Cadenne, absolument. Qui avait une conception totalement anglo-saxonne de la laïcité. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Je pense que pour le coup, je ne fais pas ce procès à Jérôme Gage que je
connais un peu, et je le pense sincère sur cette démarche, mais l'Observatoire de la laïcité, qui avait d'ailleurs été dissous, était vraiment sur une conception complètement, qui me semblait pas du tout républicaine de l'approche. Sur le papier, c'est intéressant. Je pense que Jérôme Guedj ne peut pas être suspecté de ne pas être un défenseur sincère des principes républicains. En revanche, attendons de voir, parce que il ne faut pas que ça devienne un énième machin qui vienne s'ajouter dans un millefeuille administratif coûteux déjà. Moi j'attends surtout la réaction des troupes de Jean-Luc Mélenchon, savoir ce qu'ils vont pouvoir encore reprocher à Jérôme Guedj, et puis j'ai hâte qu'ils puissent discuter de laïcité. Non mais on discutera dans la niche socialiste de la semaine prochaine. La niche. Non mais c'est qu'on veut donner un label aux médias, on veut donner en gros avec un observateur, avec un médiateur, un label pour ce qui est laïque ou pas. Enfin, vraiment, on en est à taguer à peu près toutes les dimensions de la société. Et moi, ça me pose question, parce que on n'arrive plus à vivre ensemble sans se mettre des garde-fous à chaque fois pour savoir ce qui dérive ou ce qui sort du cadre. Ça m'inquiète un peu quand même. Oui, on verra si ça va passer, mais c'est un sujet très complexe, très compliqué. Et c'est un petit peu... Ceci dit, on peut reconnaître on dit souvent que la gauche ne se saisit pas de ces sujets-là. On peut, pour le coup... Mais Jérôme Guedj, il est au moins très engagé. On peut reconnaître que c'est... Et l'ensemble des socialistes. Et l'ensemble des socialistes, parce que c'est porté quand même dans la niche socialiste. Mais je salue Jérôme Guedj, j'en ai fait un coup de cœur, mais quand même... Ce qui va faire une vraie différence avec LFI, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que le PS est tiré de toutes parts, alors qu'il a l'opportunité, comme la plupart des partis de gauche en Europe, de se séparer de cette extrême gauche. En Espagne, vous voyez le PSOE le Podemos, donc l'équivalent de LFI, qui s'est cassé la figure, et le PSOE qui remonte. C'est pareil que le SPD en Allemagne et Die Linke, qui finalement, donc l'équivalent de LFI en Allemagne, qui descend. Et en fait, on voit encore que le PS est tiraillé, mais il a tout intérêt pour la France, pour les Français. Vous le savez, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas socialiste, mais il a tout intérêt pour la France et pour les Français de ne pas être toujours lié à LFI, à Jean-Luc Mélenchon, qui est largement détesté. Mais vous me reconnaîtrez, je pense, Valérie le sait, que je me suis toujours opposé à l'accord avec la France Insoumise, dont j'ai considéré que c'était une reddition pour ce que nous étions, ce que nous sommes, ce que nous portons, et les attachements justement singulièrement à la laïcité, mais aussi à une conception de la République et à une conception de l'Europe. Donc je n'ai aucun problème sur le sujet, et je considère que des initiatives comme celles que nous prenons permettra aux Français de voir qu'il existe une gauche profondément républicaine dans ce pays, et que cette gauche républicaine, elle a de l'avenir. Quelques réactions de nos auditeurs. Marie nous dit c'est dingue, ça, il suffit de respecter la loi sur la laïcité, pas besoin d'en rajouter. Ça tombe sous le sens. Oui, il faudrait la respecter. Donc pourquoi un machin de plus Pourquoi un machin de plus? Je veux dire, il y a une loi. François nous dit et qu'est-ce qu'on fait des horaires pour femmes dans les piscines municipales? Cathy nous dit des couches, encore des couches. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais, un machin. Et François nous dit si la gauche est laïcarde envers les cathos, par contre contre les musulmans, c'est pas la même chose. Justement, là, c'est une méprise sur ce qu'est la laïcité, justement. Bon, on verra. On va continuer. Alors Mathieu, vous, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Alors, on ne s'est pas concerté, mais ça concerne aussi la niche socialiste, pour le coup, qui est assez riche la semaine prochaine. Puisque, alors, il y a une proposition de loi qui a déjà été adoptée en commission des lois et qui, je l'espère, va peut-être être adoptée en séance. Le garde des Sceaux a donné a priori des signes positifs. C'est pour la présence d'un avocat auprès des enfants et de l'enfance en danger. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que c'est un petit peu technique et un peu complexe, il faut juste savoir qu'aujourd'hui, le code de procédure pénale, notamment pour les mineurs, prévoit qu'ils soient ceux qui sont dans une affaire pénale ou qui ont commis une infraction, une agression, peuvent être accompagnés d'un avocat. Mais ce n'est pas, donc c'est automatique. Ce n'était pas le cas aujourd'hui pour les enfants qui sont victimes, notamment dans la matière civile, à savoir en réalité les enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance, dont la cellule familiale a explosé, qui n'ont plus de parents, mais qui peuvent avoir des sujets notamment de placement et autres, des problèmes administratifs, et cela permettrait qu'ils soient accompagnés par un avocat. Donc c'est une proposition de loi qui est portée par une députée socialiste du Val d'Oise qui s'appelle Aïda Hadizadeh, et il faut aussi souligner, parce que on est dans un environnement actuel où le travail parlementaire ne fonctionne plus trop, où les Français, à juste titre, n'arrivent pas à comprendre comment fonctionnent le Sénat et l'Assemblée.
Là, il y a eu un travail mené par une députée socialiste, mais avec vraiment, j'ai l'impression, un consensus de la part de plusieurs familles politiques. Absolument. Et avec le rôle, j'aimerais les saluer, de mes amis du Conseil national des barreaux et de sa présidente Julie Couturier, qui ont fait un très bon travail. C'est un sujet qui porte, moi à l'époque je travaillais déjà avec eux, un sujet qui est porté depuis le 5-6 ans. Il se trouve que il avait déjà été adopté en 2022, mais que les problèmes politiques à l'époque avaient fait que la loi n'était pas allée au bout. J'espère que cette proposition de loi sera adoptée la semaine prochaine. Parce qu'il en va vraiment de la protection des enfants qui sont, on le voit, on le sait, l'aide sociale à l'enfance ne fonctionne pas bien. Il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent très seuls. Et le fait qu'ils puissent être accompagnés par des avocats qui, en plus, c'est pas n'importe quel avocat, ils suivent une formation très spécifique pour pouvoir accompagner les enfants, pour pouvoir leur parler, pour pouvoir les comprendre. Ils ne sont pas que des accompagnateurs juridiques, ils jouent aussi un rôle d'accompagnateur de vie, de tuteur. Donc voilà, j'espère que cette proposition de loi qui a déjà été adopté en commission le sera aussi la semaine prochaine lors de la niche socialiste à l'Assemblée. Qui fait l'unanimité ce matin. Voilà. Je vous propose qu'on marque une petite pause et puis on va parler des squatteurs et de ce cas qui a été largement commenté, mais on peut effectivement en parler. Cette femme qui a fait évacuer des squatteurs de chez elle et qui a été condamnée et ça pose la question des squats, bien évidemment. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous jusqu'à 11h30 pour commenter l'actualité. Alors Samuel Lafont, c'est un coup de gueule dont on a beaucoup entendu parler, ça a été commenté assez abondamment, mais vous vouliez revenir sur cette affaire, celle de Karine Lelouch, donc cette femme qui a fait évacuer des squatteurs de chez elle et qui a été elle-même condamnée pour cela. Oui, chère Valérie, les auditeurs de Sud Radio ont déjà dû entendre parler de cette affaire. Donc Karine Lelouch, qui avait un logement squatté, a fait appel à des personnes pour déloger, expulser les squatteurs. Elle s'est fait condamner. C'est logique dans la loi actuelle, mais évidemment, ça choque de très nombreux Français. Et quand je dis de très nombreux Français, ça choque bien au-delà de la sphère politico-médiatique habituelle. On a vu le footballeur Grégory Coupé qui s'est exprimé sur le sujet, mais pas juste une fois, qui est engagé sur le sujet. Moi, j'ai vu Armand Altaï qui retweetait les pétitions. Moi, j'ai lancé une pétition avec Damoclès contre les squatteurs pour améliorer la loi sur le squat, parce qu'on voit qu'il y a des trous dans la raquette, et j'ai envie de dire que même Guillaume Casbarian, qui était à l'origine de la dernière loi, l'a reconnu, il y a des trous dans la raquette, et il faut d'urgence qu'on comble ces trous, puisque ce sont des personnes qui sont victimes ensuite, les personnes qui sont squattées, qui perdent des logements pour lesquels elles ont économisé toute leur vie, qui ont des logements qui sont parfois fortement dégradés, qui parfois sont même à la rue, enfin bref, on a des situations tout à fait sordides. Donc il faut absolument mettre fin à combler ce trou dans la raquette, défendre les victimes et non les squatteurs. Et pour ça que la pétition qu'on a lancée avec Damoclès, elle est déjà à 110 000 signataires, et elle a même été communiquée et envoyée sur les réseaux sociaux par Karine Lelouch, qui voit qu'on agit pour faire en sorte d'améliorer la situation, parce que elle a été condamnée, sa situation est passée, mais il y a d'autres Français qui sont dans les mêmes conditions aujourd'hui. C'est de la prison en plus, un prison avec sursis. Elle a pris 12 mois de prison avec sursis, plus elle doit verser des intérêts aux squatteurs. Aux squatteurs, ouais. On marche sur la tête. Mais il y avait eu à un moment une avancée qui avait été proposée, il me semble. C'est ce que dit Mathieu Bachelot. La loi Casbarian a modifié. Alors je suis pas un expert du sujet, mais je sais que la loi Casbarian a assoupli les conditions. Pour permettre des conditions d'expulsion et tout. Ce qui est dramatique, c'est quand on voit, effectivement, si on est républicain, on se dit qu'on ne fait pas appel on ne fait pas justice soi-même, et c'est pour le coup qu'il est condamné. Mais ces situations arrivent lorsque la puissance publique est faible, en réalité. Et c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'on voit que les personnes se sentent démunis, se sentent abandonnés, et normalement, force reste à la loi, mais pour le coup, c'est un vrai sujet, parce que il y a des personnes dans ce pays qui ne sont pas des multipropriétaires, qui ne sont pas des nantis, et qui ont travaillé, et qui ont accumulé un petit pécule, et qui ensuite ont décidé d'acheter un bien et essayer de le mettre en location pour améliorer les fins de mois. Enfin, bon, il y a rappeler que le droit à la propriété reste dans tout État démocratique un des principes fondamentaux, au même titre que le droit à la liberté, le droit à se déplacer librement. Il y a un vrai sujet, et
quel que soit le sujet, lorsque les gens commencent à ne plus avoir confiance en la puissance publique et à vouloir se substituer à la puissance publique, c'est un signal faible, enfin même plus très faible, de faiblesse de l'État qui doit être corrigé, et parce que sinon on arrive dans une société où chacun va pour le coup faire justice soi-même, et ça arrivera à des situations et elle a vendu son bien à perte, ce que nous dit un auditeur, hein. Elle a été obligée de le vendre parce que... Et là le sujet vraiment dépasse la plupart des clivages politiques, et à part peut-être quelques personnes qui voudraient faire de la caricature en expliquant que les propriétaires qui sont squattés sont forcément des nantis qui auraient plein de propriétés, on sait que c'est pas du tout le cas, et d'ailleurs dans les différentes affaires qui ont éclaté ces dernières années, généralement des personnes assez modestes. Exactement, c'est des gens qui étaient modestes, qui avaient un ou deux logements, et donc voilà, il faut simplement que on puisse à nouveau faire confiance à la loi, à la puissance publique, et donc faire en sorte que ces squatteurs puissent être expulsés rapidement. Parce que squatteurs, c'est aussi des locataires qui refusent de payer. On peut aussi, enfin ça peut. Et il y a le phénomène Airbnb où vous louez votre logement. Et vous vous retrouvez avec des gens qui ne payent pas et qui ne veulent pas partir. Donc il y a quand même une problématique assez importante. Je ne sais pas si vous avez été confronté, j'ai pas été confronté à ce problème, mais effectivement, c'est une vraie difficulté, et c'est souvent effectivement des Français avec des revenus modestes et qui se retrouvent dans des situations parfois très très délicates, parce qu'ils se retrouvent à devoir payer les charges d'une part, les traites de remboursement du crédit immobilier, en étant privés des ressources qui sont afférentes. Donc effectivement, il faut regarder ce qui peut être corrigé. Il faut un État fort sur ce coup-là, c'est ce que tu dis. Il faut vraiment que l'État prenne ses responsabilités et puisse agir vite, parce que évidemment, parce que à chaque fois, c'est des 6 mois, des années que ça dure, et les ressources, elles sont pas là pour des familles qui en ont besoin. Normalement, ça devrait être en 72 heures, théoriquement selon la loi, que le préfet devrait faire intervenir la police et donc la puissance publique, plutôt que entre guillemets des gros bras, pour faire en sorte que les squatteurs soient expulsés tout de suite. Pourquoi ? Mais c'est un cercle vicieux de ne pas agir tout de suite, puisque les propriétaires vont avoir, pour certains, du mal et on le voit, on manque de logements en France, donc il y a des propriétaires qui, je ne dis pas que c'est le seul sujet, mais qui peuvent avoir peur de mettre leurs biens en location. Vous parlez d'Airbnb, mais pas seulement, effectivement, les locations générales, parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans une situation, surtout quand en plus ils ont, comme vous le disiez à l'instant, un prêt en face à rembourser, où ils ont besoin d'avoir les revenus de la location. Et puis il y a les charges, il y a tout un tas de choses, mais après, je ne sais pas comment ça se passe quand vous avez un locataire qui ne paye pas. Quand il est considéré comme squatteur, mais en même temps il est là depuis des mois, donc comment ça se passe? Mais c'est visiblement en tout cas un phénomène en pleine expansion. Et c'est le nouveau sujet qui monte, c'est les locataires qui ne payent plus, impayés. Voilà, les locataires qui ne payent plus, c'est le nouveau sujet. En plus des squatteurs, c'est deux choses différentes. Il y a le squatteur, la personne qui vient chez vous, qui change le compteur électrique, qui change les clés, etc. La personne qui reste dans le logement sans payer, et puis il y a le phénomène des Airbnb. Absolument. Les impayés, c'est le problème des entreprises aujourd'hui, je peux vous le dire. Bien sûr, parce qu'après, là, c'est vrai que c'est deux situations différentes, parce qu'il y a aussi, pour le coup, les pouvoirs publics, notamment les collectivités territoriales et notamment les mairies, qui aident parfois des locataires qui ont parfois des difficultés passagères, mais ils sont pas dans une logique de squat irrégulier du logement. Donc c'est des situations différentes, mais avec parfois des conséquences similaires pour le propriétaire du logement. Oui, absolument. Un auditeur me dit, dans un pays civilisé, à partir du moment où tu ne payes pas ton loyer, ou tu essayes de voler la propriété de quelqu'un, tu dois aller en prison automatiquement. Voilà, je ne sais pas d'où il nous appelle, mais d'où il écrit. Il est pas chez nous, ça prend 2 ans comme partout ailleurs. Oui, c'est ça. Et c'est très long. Et effectivement, si vous faites un recours, c'est extrêmement long. Et même si vous gagnez, c'est pas évident que le commissaire exécute. Et puis dans quel état vous trouvez votre logement? On a vu des photos et des vidéos de logements qui étaient complètement détruits. Alors, je parle même pas du côté sentimental, quand c'était un bien de famille. Bien sûr. Bien sûr. Gilbert Azoulay, pour vous, c'est un coup de gueule. Oui, alors au moment où coup de gueule, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, c'est un cri d'alarme. Au moment où le président Emmanuel Macron souhaite interdire les téléphones au lycée, vous avez dû entendre à la rentrée 2026, l'interdiction avait déjà été faite au collège la dernière fois. J'y vois un signal faible. Avec le succès qu'on sait, voilà. Oui, j'y vois un signal faible de prise de conscience. A-t-on enfin compris que l'intelligence ne se cultive pas avec un smartphone, mais avec l'acquisition des fondamentaux? Mathieu, tu es d'accord avec moi? J'espère qu'il faut comprendre, digérer, transformer, pas simplement observer sur son téléphone dans un autre registre. Sciences Po, Rennes, Juliette sait de quoi on parle. Sciences Po Rennes a choisi d'interdire les ordinateurs en amphi au profit de la prise de notes sur des papiers. Tout simplement pour faciliter l'apprentissage. Je me dis enfin,
on réfléchit sérieusement à la meilleure manière d'apprendre de façon plus profonde et pas simplement l'impression d'apprendre. Ça reboucle avec la discussion des bacs plus 5. Aujourd'hui, alors on n'en est pas encore au backlash digital, qu'on se rassure, mais il est bon de rappeler que le numérique n'est pas la garantie de l'acquisition des connaissances, surtout au moment où on découvre que l'IA, ça rend paresseux. Notre cerveau travaille beaucoup moins quand il y a réfléchi pour nous. C'est ce qu'on appelle, Simès disait dans un truc, le délestage cognitif. Le MIT l'a dit, il a fait des tests. MIT, c'est la prestigieuse université américaine. L'activité cérébrale diminue quand on utilise, alors, ChatGPT, Copilot, Gemini, le chat, je cite tout le monde comme ça. Ouais. Alors, je préconise pas un arrêt total des usages numériques à l'école, ça sert quand même à quelque chose, mais il faut quand même que le cerveau travaille pour en créer les connaissances. Et je pense qu'à l'avenir, il sera fondamental de réengager l'étudiant pour ne pas faire du digital, le substituer à la réflexion. Je préviens tout le monde, la machine, elle ne doit pas réfléchir à notre place. C'est un outil qu'il faut comprendre et contrôler. C'est pour ça qu'il faut faire des études, même de la philo d'ailleurs, c'est ce que disait quelqu'un. L'IA nous imposera à faire plus de philo et de sociologie et toutes ces sciences molles pour produire des hommes et des femmes qui sont pas des acteurs passifs face à la machine. Donc moi, parce que je repense toujours à Terminator et Skynet. C'est le scénario que je redoute. Mais lisez. Alors demain, c'est l'invité d'André Berkoff et Céline Alonso, Alain Bentolila, qui a publié un livre que je vous encourage à lire. Demain, la barbarie, parents et instinct même combat. Et c'est un livre sur l'illettrisme. Je le cite souvent ici parce que le livre est saisissant. Tant il nous parle de nous, de nos enfants, et de l'illettrisme, ce n'est pas ne pas savoir lire, c'est ne pas savoir décrypter, c'est ne pas savoir comprendre. C'est-à-dire que vous dites, Gilbert est allé à l'école, il a acheté des pommes, vous racontez cette histoire, vous demandez à l'enfant de le restituer, il vous dit, il y a des pommes chez Gilbert. Enfin, c'est une grande majorité d'enfants, milieux socio-professionnels, tout confondu. Je n'ai pas parlé d'études MIT, mais c'est quand on fait créer un texte par l'IA, les gens n'arrivent pas à citer des phrases que le texte a écrites. Alors que quand ils l'ont écrit par eux-mêmes avec le stylo à l'ancienne, ils arrivent à restituer des phrases. Donc ça rend paresseux. Et d'ailleurs, il y a dans les radios, on voit l'activité cérébrale, elle s'éteint quand on se sert de l'IA. Donc c'est extrêmement flippant. Moi, c'est pour ça que je préconise de faire des études, peut-être une ouverture culturelle plus grande, pour pouvoir maîtriser ces outils. C'est fondamental. Alors peut-être pas tous avec plus 5, mais en tout cas, il faut qu'on soit capable de réagir et de maîtriser cette machine, parce que elle va nous bouffer. Je vous rappelle que 30 000 personnes ont été virées au profit de l'IA chez Amazon. Mais c'est le cas dans beaucoup de boîtes. Il y a eu une conférence qui a été faite dans le monde de la finance. Une personne sur deux dans cette boîte n'aura plus d'emploi, c'était des traders, n'aura plus d'emploi dans quelques années parce que l'IA aura remplacé. C'est bon pour les experts comptables, c'est bon pour les avocats. Donc il faut vraiment se mobiliser sur ce sujet. Merci à tous les quatre. Dans un instant, je recevrai Elisabeth Quint et elle sera avec nous dans l'émission Média. À tout de suite. Sud Radio.